partie des 40% qui se retrouvent à la rue à 18 ans par l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'a pas changé encore en 2020. Et j'ai été 15 ans sans domicile fixe. J'ai eu mon premier appartement que j'ai toujours de 19 mètres carrés à 44 ans. Alors je tiens à vous dire, parce que souvent les gens sont... Mais j'ai plus d'un demi-siècle, hein, pour que vous compreniez pourquoi je suis ici. Alors, quand je me suis retrouvé à la rue, évidemment, vous savez, la rue, ça vous casse, et j'étais déjà cassé par la vie, puisque malheureusement, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur les mauvaises familles d'accueil, j'ai été, voilà, abusé, et après je suis allé de foyer en foyer jusqu'à 18 ans, enfin bref. J'étais un peu paumé dans ma tête, et dans la rue, ben, je suis tombé dans le crack. Je dirais pas que je me prostituais, mais bon, quand un mec me disait ah, tu vas pas rester dehors, bon, je savais bien pourquoi il m'invitait, mais je me faisais pas payer, mais pendant ce temps-là, j'étais au chaud, quoi, on va dire. Enfin, j'ai fait beaucoup de conneries dans la rue, j'ai rencontré beaucoup de voyous, parce que la rue, c'est dur. Voilà, aujourd'hui, j'y suis plus, mais je peux vous assurer que, voilà, c'est très très difficile. Peut-être encore plus pour une femme, je ne sais pas, puisque moi j'ai connu des hommes qui ont été violés aussi, donc voilà, je crois que... Donc ce qui m'a sauvé, c'est que entre 19 ans et 21 ans, comme je faisais que des conneries, alors je vais pas vous toutes les citer parce que c'est un peu la honte quand même, il y en a une. Parce que pendant que j'étais à la rue, il a fallu que je trouve des techniques pour avoir un toit. Et comme je n'avais pas d'enfant, ce qui est toujours le cas en 2020, j'étais pas prioritaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté 15 ans sans domicile fixe. Et j'avais trouvé une technique. Un jour, mes copains, ils m'ont fait boire et ils m'ont fait prendre des médicaments. Et je suis tombé dans les pommes. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est une super technique. Donc j'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Et le dernier hôpital que j'ai fait, c'est l'hôpital Sainte-Anne. Et à l'hôpital Sainte-Anne, ils ont fait bien leur boulot. Ils ont dit, mais que fait une gamine comme ça dans la rue? Ben, j'ai dit, voilà, je raconte mon histoire. Et là, on m'a mis sous tutelle de juge. Alors, ce n'est pas un contrat jeune majeur, hein. C'est une tutelle, faut pas confondre les deux, hein. J'étais sous tutelle de juge. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, écoute, Elina, on veut bien s'occuper de toi, à une seule condition, que tu ailles voir 2 à 3 fois un psychiatre par semaine. Je l'ai fait. Et je reste convaincu que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce aux soins. Et donc, à 21 ans, bon, voilà, bon, je continuais de faire des conneries, j'étais encore à la rue, malheureusement, parce que dans le foyer où le juge m'avait placé, c'était à Aubervilliers. Bon, j'ai été violé, j'ai voulu le dire, mais le directeur du foyer qui était géré par la ville d'Aubervilliers m'a dit, écoute Elina, si tu fais ça, tout le foyer est à la rue. Il faut savoir que c'était un foyer, on était au moins 500. Donc je suis parti. Voilà. Je me suis retrouvé à la rue. Bon, après, je dormais dans les boîtes de nuit, enfin toutes les techniques qu'aujourd'hui que les sans-abri utilisent encore, les squats, les parkings, enfin, les locales vélos, enfin voilà. Il y a plein d'idées, hein, si vous voulez. Pour ceux qui ont peur de se retrouver à la rue, je peux vous faire une petite liste où vous ne serez pas en danger. Et comment dire, moi, quand j'étais dans la rue, évidemment, j'étais, comme on dit, comme mon précédent intervenant, j'étais une grande gueule. Et je criais, je dégueulais toute l'injustice. Et puis un jour, j'ai rencontré Patrick Hervé, qui est à la retraite aujourd'hui, bien sûr. Alors Patrick Hervé, c'était le directeur de la Mie-de-Pin. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la Mie-de-Pin. C'est le plus grand centre d'hébergement pour hommes en Europe. Et lui me disait toujours, écoute Elina, tant que tu auras ce caractère, personne ne t'écoutera. Il faut que tu lises, il faut que tu parles comme eux, et un jour on t'écoutera. Bon, je l'ai écouté, mais sans l'écouter, hein. Voilà. Mais en tout cas... Et vers 35 ans, j'en ai eu marre de faire des ménages, de faire des déménagements,
J'étais fatigué, quoi. Et puis j'ai dit, bah après tout, je vais faire du social. Et j'ai passé un brevet d'État pour pour travailler dans le social. Je me suis retrouvé dans le social, en CDI, dans un centre qui accueillait évidemment des femmes issues de la rue. Mais moi, le but, c'était de faire la révolution. C'était pas de répondre aux règles institutionnelles qui vous foutent plus dans la merde que de vous en sortir. Donc, ben, j'ai démissionné. Évidemment, je me suis retrouvé encore à la rue. Donc, à l'époque, j'habitais à l'Armée du Salut. Et il faut savoir que l'Armée du Salut, ils rigolent pas. Hein. Quand on appelle ça l'Armée du Salut, c'est vraiment l'Armée du Salut, là. Ils viennent dans vos chambres, sans vous prévenir. Et puis moi, j'avais toujours des petits cailloux. Enfin, je sais pas si les gens savent ce que c'est que les petits cailloux, les petites galettes qu'on fume, voilà. C'est du crack, quoi. Et en fait, j'avais toujours ma petite bouteille d'alcool cachée dans mes vêtements, mais eux, ils fouillent partout. Donc j'ai été très vite viré parce que le règlement à l'Armée du Salut, c'est le règlement, on rigole pas. Et à la même époque, il y a un mec qui voulait monter une pièce de théâtre. Alors, et donc, je tombe avec un metteur en scène qui décide de faire un projet qu'avec des sans-abri pour jouer les bas-fonds de Maxime Gorky. Donc, on jouait nos propres rôles, hein, je vous cache pas. Hein. Donc, on a joué au Théâtre National de Chaillot pendant 15 jours. Moi, j'avais le rôle de Vassilissa, qui me correspondait. Et puis, celui qui avait failli se suicider dans la rue, bah, lui, son rôle, c'était dans les bas-fonds, celui qui se suicide dans la pièce. Enfin, bref. Du coup, je vous raconte pas les dégâts que ça a fait. Une fois que la pièce est terminée, évidemment, le metteur en scène, il a pris des sous, et puis nous, on retourne à la rue. Et donc, je fais cette pièce de théâtre en 98, octobre 98. Pendant 15 jours, on est à Chaillot. Et une fois que la pièce a été terminée, on s'est tous retrouvés à la rue. Bon, sauf moi, parce que j'avais la petite chambre de bonne en question. Et là, moi, la colère m'a prise. Ah, j'ai dit, c'est ça, la société, elle est contente. Tous les politiques, ça, parce qu'on avait tous les politiciens qui arrivaient. Hein. On avait, ah, c'est formidable. Sauf qu'une fois que la pièce a été terminée, donc fin 98, ben, on était tous à la rue. Et moi, à l'époque, je commençais à vieillir quand même. Et j'étais toujours en psychothérapie, voir les psychiatres. Et là, la colère m'a pris. J'ai dit, ah, c'est comme ça le social. Ben moi, je vais écrire mon spectacle. Donc là, je devais avoir, je sais pas, 35 ans, 36 ans. J'appelle un journaliste que je connaissais bien. Et je lui écoute, il faut que tu m'aides, là, ça fait 4 jours. Puis moi, j'ai connu l'époque, il n'y avait pas de RSA, ni de RMI. Hein. Et il arrive, il me fait travailler à Libé, mais à l'époque, je prenais encore du crack. Bon, au bout de 6 mois, j'ai été viré. Donc, il y a une femme à la rédaction qui m'a proposé d'aller chez une dame, donc Marie Desplechin, et contre une chambre de 10 mètres carrés, je devais garder ses enfants 24 heures sur 24. Ah, moi, j'ai dit, pas de problème. Sauf qu'à l'époque, je prenais encore du crack, hein, mais en cachette. Sauf que Marie s'en est aperçue. Et donc, elle m'a dit, écoute, Elina, c'est bien simple. Soit t'arrêtes, soit tu retournes à la rue. Mais là, je commence à avoir 38, 39 ans et je voulais pas retourner à la rue. Donc, j'ai arrêté. Cette femme, je l'oublierai jamais. Parce que quand on arrête le crack, je peux vous assurer qu'on en chie. Donc je suis retourné voir le psychiatre 3 fois par semaine. J'ai été sous antidépresseur, enfin bon, je passe les détails. Donc en janvier 99, j'ai toujours dans ma petite chambre de bonne de 9 mètres carrés, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. Je dis, moi, je vais écrire mon spectacle. Je mettrai le temps qu'il faut, mais je vais raconter mon spectacle. Je vais raconter l'humanité des sans-abri de l'intérieur. Mais j'étais toujours interviewé par les journalistes, parce que de temps en temps, les journalistes disaient, ouais, celle-là l'intéressante et tout. Et ce spectacle est né en 2012. Et en 2012, je le joue. J'ai loué un petit théâtre
Ah, j'ai tout fait de moi-même, hein, personne m'a aidé. Hein. Et puis j'ai rappelé tous les journalistes qui m'avaient médiatisé en 1998. Il y en a un qui est venu. Donc il y a un journaliste qui vient. Il vient les mains dans les poches. Hein. Il me dit « Ah, bah, ça me fait plaisir que tu m'invites, mais il s'attendait à voir un petit spectacle de merde. » Et il me dit « Waouh, mais c'est un vrai bijou ton spectacle. » Bon, je vous cache pas, je me suis dit « Il me dit ça va me faire plaisir. » Il me dit « Je te rappelle dans 4 jours. » 4 jours plus tard, il m'appelle, et là j'ai eu mon portrait dans Libération. Et là, tout a changé. Parce que, évidemment, j'ai sorti tout ce que j'avais à dire. Ensuite, il y a Flammarion, qui est venu vers moi, et qui m'ont proposé d'écrire mon livre. Longtemps, j'ai habité dehors. Et ensuite, les grandes gueules. Et pendant ce temps-là, j'avais quand même écouté Patrick Harvey. C'est-à-dire, sois une grande gueule, mais parle comme eux. Et là, ils t'écouteront. Parce que moi, j'avais des... Et ensuite, les politiciens sont venus me voir. Les premiers qui sont venus me voir, c'est Yann Brossard. Ils m'ont dit, écoutez Lina, il nous faut une fille comme toi et tout. Ensuite, aujourd'hui, je travaille pour la région Île-de-France. Il y a un rapport qui va sortir là, en principe, fin septembre, début octobre. Mon rapport, j'ai été missionné pour être force de proposition pour lutter contre le sans-abrisme auprès des femmes, mais aussi des hommes. Hein. Et depuis que je fréquente les politiciens, que je fréquente le monde politique, je suis outré comment la politique fait des histoires politiciennes sur le sans-abrisme. Je vais vous donner un exemple. Un jour, le SAMU m'appelle. Donc le SAMU, vous connaissez tous, le 115 de Paris. Il me dit, écoute Elina, on aurait besoin de toi. On voudrait, comment t'as écouté, on voudrait ouvrir un bain-douche spécifique aux femmes. Donc je dis ok, je dis super idée. Et la mairie de Paris, elle prêtait, c'était eux qui prêtaient le local. Je dis ok. Et puis un jour, il y a le Parisien qui fait un article d'une page pour que j'explique. Et donc dans le Parisien, j'explique, j'argumente pourquoi c'est important qu'il y ait des bains-douches spécifiques aux femmes. Peut-être pour qu'ils aient un accueil avec des médecins, pour leur faire comprendre l'importance d'aller voir un gynéco une fois par an. Vous voyez, des choses auxquelles on ne pense pas quand on est dans la rue. Et Valérie Pécresse m'appelle, alors que je ne travaillais pas encore pour elle. Elle me dit, voilà, Madame Dumont, je vous appelle, parce que, en fait, le SAMU avait fait vous savez, litchi, là. Donc, et Valérie, elle me dit, est-ce qu'ils ont assez d'argent? Je dis, ben non, figure-toi qu'ils n'ont pas assez d'argent. Elle me dit, ben écoute, moi, je suis prête à participer. Moi, j'étais trop contente. Et ben, figurez-vous. Donc, moi, j'appelle le SAMU, ils me disent, ah là là, putain, Lina, je sais pas si ça va marcher. Je dis, attends, la région nous propose de l'argent. Moi, je travaille pas pour eux encore, je tiens à le dire. Et bien pour des histoires politiciennes, entre Madame Hidalgo et la région, et bien ils n'ont pas voulu que la région mette de l'argent. Voyez? Et ça, je peux vous en raconter des histoires comme ça. Hein. Là, par exemple, j'ai été force de proposition énorme dans mon rapport. Pour moi, le 115 a le monopole, c'est inadmissible. Tant que le 115 aura le monopole, on ne s'en sortira pas. Moi, je vous le dis. Donc, moi, je fais des propositions. Et à la région, ils me disent, ouais, mais Lina, ça se passe pas comme ça. En fait, si l'État veut pas, ben, on peut pas le faire. Ah ben, je dirais, on n'est pas prêt de s'en sortir. Hein. Non, non, mais tout est comme ça. Par exemple, donc les LR, il faut qu'ils travaillent entre LR, mais moi, si je fais une proposition dans une ville qui n'est pas LR, ah ben, ça marche plus. Par exemple, à Paris, on rencontre une difficulté. Les écologistes refusent qu'on construise des logements sociaux, parce que c'est pas écolo. Ah, moi je dis, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Donc on laisse les sans-abri. Ah oui, c'est écolo par contre, là je vous l'accorde. Des tentes à Vincennes, à Boulogne, vous voyez ce que je veux dire, près de... Ah ben ça c'est écolo. Bon, là mais on va pas y arriver. Et moi, je suis tout le temps comme ça en guerre. Et moi je leur dis, mais vous avez pas honte de faire de la politique sur le dos des sans-abri? Et je peux vous assurer que tant qu'on sera dans cette configuration-là,
on ne s'en sortira pas. Par exemple, le CIAO, là, que je déteste, le ICAO, là, je vous mens pas, hein. Je fais une jeune. Alors moi, j'apprends aux jeunes à mentir. Ah ben moi, j'apprends à mentir à tout le monde. Hein. Le CHAPSA, il faut prouver que ça fait 3 mois que vous êtes dans la rue. Bon, prouvez-moi que tu es à la rue depuis 3 mois, toi. Hein. Moi, à 18 ans, à l'époque, ça existait. Il fallait que je prouve que ça faisait 5 ans que j'étais à Paris. J'étais à la rue à 18 ans. Et je venais de Normandie. J'avais pas d'adresse. Ah, ça n'a pas changé, on est en 2020. Et en fait, j'ai compris un truc. Moi, au début, je voulais pas rentrer à l'intérieur. Je voulais rester un électron libre. Alors, aujourd'hui, je suis un électron libre. Mais je pense qu'il faut rentrer à l'intérieur pour pousser des coups de gueule. Parce que moi, je lutte en France. Déjà, j'ai gagné un truc, que les sanisettes soient ouverts 24 heures sur 24. Et je peux vous assurer qu'avec la mairie de Paris, je me suis battu. Aujourd'hui, je me bats pour que les bains-douches soient ouverts tous les jours. Parce que là, le dimanche, c'est fermé. Ah non, alors, je vous donne un exemple. Hein. Le lundi, ah ben c'est ouvert que le matin. Mais par contre, si tu arrives une demi-heure avant, ah ben non, c'est trop tard. Donc, comment voulez-vous réinsérer des gens à qui on dit, tu as le droit de te doucher 3 fois par semaine? Oui, je vous raconte. Donc, j'ai un copain, je lui trouve un boulot. Et il y va pas. Je dis, mais putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je trouve un boulot, des fringues. Et vous savez pourquoi il n'y a pas été? Parce que ce jour-là, eh ben, le bain-douche, il était fermé. Et il avait tellement peur que l'employeur lui dise, fasse des trucs... parce que moi, je connais les travailleurs sociaux qui font ça. Hein. Et en fait, moi, au début, je croyais que tout était simple. Mais en fait, c'est hyper compliqué, quoi. Quand le département... Je vous raconte, j'ai trouvé des idées. Quand le département est d'accord, la région n'est pas d'accord. Quand la région est d'accord, c'est l'État qui n'est pas d'accord. Alors après, une fois, par exemple, j'ai voulu monter ce qu'on appelle, vous savez, des logements modulables. Donc, le département était d'accord, la région était d'accord, l'État était d'accord. Eh mais j'avais oublié quelqu'un. Le maire, j'y avais pas pensé. Eh bien, ça s'est pas fait. Et tout est comme ça. Alors, je peux vous assurer que, voilà, moi, pourquoi je me suis battu? Parce que tous mes amis m'ont toujours dit, c'est bon, Elina, t'en as chié, arrête, pense à toi. Mais vous savez, quand j'ai eu 44 ans, j'ai dit, mais tu te rends compte, Elina, de 18 ans à 44 ans, t'as passé ton temps à trouver un toit. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Je vais 45 ans, là j'ai plus de 50 ans, j'ose pas vous dire quel âge j'ai, mais je suis pas encore à la retraite, mais j'ai dit, bah écoute, faisons un combat. Et aide tous ceux qui n'ont pas la force, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas mon mental. Et ceux-là, même les travailleurs sociaux, même les associations, ils les laissent dehors. Et ils leur disent, t'as qu'à te lever, et puis bouge-toi, et va trouver du travail. Et c'est dégueulasse. Et on n'a pas le droit. Moi, que tu sois toxico, handicapé, que tu sortes de prison, tout le monde doit être pris en charge. Et les 2 mots principaux de mon rapport, c'est pérennité et travail en amont. Par exemple, moins les gens sont dans la rue et plus on peut les sauver. Mais quand ça fait 10 ans que vous êtes à la rue, alors là, il faut s'accrocher. C'est pour ça que moi je dis, il ne faut pas attendre, quand les jeunes sont à 18 ans à la rue, il ne faut pas attendre qu'ils aient 5 ans de rue. Déjà là, tu as le temps d'avoir fait toutes les conneries du monde. Donc c'est pour ça que là, moi je lutte pour ça, et je lutte aussi pour... Bon, le gouvernement, il n'a pas l'air d'être d'accord, mais moi je ne vais pas me gêner parce que... Il faut absolument, parce que moi je l'ai vécu, il faut un filet financier avec un projet, évidemment, à la main, pour les 18-25 ans. Sinon, ils vont finir comme moi. Entre 18 et 25 ans, quand vous êtes à la rue, vous n'avez pas un centime, à un moment donné, vous êtes obligé de voler. Vous êtes obligé de squatter. Vous êtes obligé de faire des conneries que vous n'auriez pas voulu faire. Engagement, là, est-ce que tu as l'impression, toi, de faire bouger les lignes, ou pas? Oui. Oui. Alors, évidemment, c'est... Mais j'ai l'impression, parce que, par exemple, je suis quand même vice-présidente d'un comité de la rue créé qu'avec des sans-abri. C'est comme ça qu'on a créé Link Out, Entourage. En Belgique, je suis à la tête d'un syndicat pour sans-abri,
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que contrairement en France, moi, je leur dis, même là, pour aujourd'hui, je leur ai dit, mais tu veux la parole, mais viens et viens. Je vous mens pas, on a fait un truc devant le Parlement européen, on était plus de 200. Et les sans-abri, mais ils n'ont pas honte en Belgique. Et en France, ils ont honte. Et moi, j'arrête pas de dire, mais il n'y a pas de honte. C'est comme les chômeurs, il faut manifester. Mais attends, les chômeurs, les gens, ils vont nous... Je dis, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Toi, t'as pas demandé à être au chômage, c'est pas de ta faute si ta boîte est à licencier. Parce que vous savez, quand vous êtes licencié à 40 ans et que toute votre vie, vous avez juste fait... vous connaissez un peu l'usine, quoi. Vous avez fait la même chose. Et les gens, ils ont honte. En France, je sais pas comment dire, mais le gouvernement, et il y a certains partis politiques qui appuient tellement sur dire ouais, mais s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Alors que c'est pas de leur faute. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ouais, super, je suis au RSA. Écoute, non. Parce que le jour où j'ai eu un appartement, tous mes potes qui faisaient croire qu'ils étaient heureux, ils étaient chez moi. Et ils m'ont causé plein de problèmes d'ailleurs. Et pour rebondir sur deux choses que vous avez dit par rapport au fait que vous n'avez jamais connu qui que ce soit qui était content d'être à la rue. Non, je ne connais pas. Bah, nous aussi. Nous, on en connaît plusieurs. Ben, je vais te répondre à ça. Qui sont... Il y a eu même des gens, nous on connaît quelqu'un, d'ailleurs je vous ai parlé de la personne qui a ouvert un deuxième squat pour les animaux, les personnes qui ont des animaux. Cette personne-là, elle a eu un parcours assez très difficile. Elle a eu son propre appartement, elle est maman, elle a eu ses enfants. Elle a décidé par elle-même de rendre les clés de son appartement, sachant qu'elle avait de quoi payer son appartement, c'est pas un problème d'argent, hein, pour se retrouver dans la rue. Et aujourd'hui, elle a ouvert un squat pour d'autres personnes. Et elle vit dans ce squat-là, mais elle aime. Il y en a plein, moi je connais plein de gens dans la rue qui adorent ça. Et pour juste dernière chose par rapport au RSA, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas assistant social, je n'ai pas votre parcours de vie. Non, mais par contre, je complète des demandes de RSA pratiquement toutes les semaines. C'est pas mon boulot, mais je le fais pour les autres. Et toutes les semaines, j'ai des gens qui disent super, tu as le RSA enfin. Ils adorent le RSA, les gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas s'en sortir. Il y en a qui veulent s'en sortir. C'est vrai. J'en fais partie, mais dans la rue, il y a vraiment de tout. Je connais des gens qui veulent s'en sortir, je connais des gens qui sont en difficulté avec les papiers administratifs ou pour toucher le RSA, ce genre de choses, qui vivent de façon précaire dans les appartements, parce que ceux-là aussi, nous, on veut les aider. Ben, ces gens, même s'ils ont un toit, vivent de façon précaire, et quand on leur fait leur demande de RSA ou autre chose, ils préfèrent avoir le RSA avant que de travailler à General Motors comme moi. Je n'ai fait aucune politique, je dis juste la vérité. Je voudrais te répondre là-dessus. Attends, je ne dis pas ce que tu dis est faux, attention. Mais moi, à un moment donné, quand j'avais, avant mes 44 ans, j'étais convaincu que je finirais ma vie à la rue. Et je disais, ouais, c'est génial, la rue, on rigole. Bon, je faisais des petits ménages. Et en fait, alors je dis ça avec toute l'analyse aussi que j'ai... Et en fait, je crois qu'on arrive à s'en convaincre. Non mais je vous jure que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de retourner à la rue, hein, je vous le dis. Quand j'ai eu mon studio à 44 ans, il faut que je le dise, c'est très important, ça rejoint peut-être ce que la dame a vécu, mais elle ne l'a peut-être pas dit. J'arrive dans le studio, j'invite tout le monde, j'arrive, et là, j'ai une angoisse, crise de panique, et les gens me disent « Ouais, Lina, enfin, depuis le temps !» Tout le monde était heureux, sauf moi. Je pleurais tous les jours. J'ai fait une dépression de 6 mois. Marie Desplechin me dit « Bon, écoutez, Lina, tu vas pas rester dans cet état. Viens dormir à la maison. » Donc, je vais chez Marie, et tous les jours, j'allais dans l'appartement, je restais debout, et je repartais. Ah mais c'est véridique. Hein. Et un jour, ma psychiatre, elle me dit, mais je sais pas, vous avez pas réfléchi comment le décorer? Mais quand vous avez vécu longtemps sans domicile fixe, moi, il m'est jamais venu à la tête de décorer mon appart, quoi. Et en fait, pendant 6 mois, mais quand je vous dis que j'ai déprimé, et d'ailleurs, je suis toujours, j'ai pas peur de le dire, hein, ça, je l'ai dit à la radio, j'ai toujours mon Exomil sur moi, je suis toujours sous antidépresseur, je me fais toujours soigner, et c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a trop de gens qui ont honte d'être alcooliques ou dépendants, qui n'osent pas se soigner,
Mais si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je me soigne. Et ça, je tiens à le dire, il n'y a pas de honte. Donc maintenant, j'ai un petit 19 mètres carrés à Jaurès, mais je suis la plus heureuse du monde. Et mais tout ça, ça a été un long travail. C'est pour ça que je tenais à répondre. Et c'est vrai que moi, le jour où j'ai vu le RSA, moi aussi j'étais contente. Hein. Je n'allais pas dire, bon non, j'en veux pas de votre argent. C'est pour ça que je pense que les sans-abri, quand on l'a été, on est quand même un petit peu... Je pense que les soins, c'est important. Alors, je vous dis pas de faire 40 ans de psychothérapie comme moi. Moi, je suis sûr qu'à 93 ans, je serai encore en psychothérapie, hein, carrément. Ça, j'en suis quasiment sûr. Mais je pense que le soin est important pour comprendre pourquoi telle personne est comme ça. Parce que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai cru que tout le monde était contre moi. Hein. Je crois. J'ai deux questions. Que pensez-vous du film Les Invisibles? Du quoi? Du film Les Invisibles. Oui, mais je le connais. J'en ai fait partie. Pensez-vous que cette façon de retourner le stigmate et de parler comme vous le faites, cela peut s'apprendre? Et ouais, mais ça, c'est vrai, c'est super votre question, parce que justement, moi, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu pour être là aujourd'hui. Mais que ceux qui l'ont vécu par... Ah, ceux qui l'ont vécu par là. Alors, j'ai souvent demandé à toutes mes copines et tous mes copains, parce que heureusement, il y en a qui s'en sortent, sauf qu'on ne connaît pas les chiffres, parce qu'il n'y en a aucun qui va dire « Ça y est, je suis plus SDF !» Personne ne va le dire, c'est normal. Et en fait, mes amis m'ont dit « Écoute Elina, nous, on est fiers que tu parles, mais nous, on n'a pas envie que nos voisins, notre banquier, ils sachent ce qu'on a été. » La plupart du temps, c'est ça qu'ils me répondent. Et les seuls qui parlent avec moi, c'est des sans-abri qui sont encore à la rue ou dans des CHRS. Et bien que des fois, il y en a, ils veulent qu'on foute leur visage. Voilà. Donc je remercie toujours Christian. Si vous avez des questions, parce que moi je peux parler pendant des heures, n'hésitez pas, moi je réponds cash. Et je peux